Au début du XXe siècle, le Cameroun est un territoire pris au piège de la domination coloniale. D'abord sous joug allemand, il passe sous mandat français après la Première Guerre mondiale, confié à la France par la Société des Nations. Dans cette configuration, le pays est exploité, divisé, réduit au silence, pendant que l'administration coloniale française impose ses lois, ses jugements, ses impôts. C'est dans ce contexte brutal qu'un enfant voit le jour, le 10 avril 1913, dans le petit village de Sonumpek, niché au cœur de la forêt équatoriale, dans la région du Nyong-Ekele. Il s'appelle Ruben Niobé. À sa naissance, nul ne peut imaginer que cet enfant silencieux deviendra un jour la voix d'un peuple. Et pourtant, c'est ici que commence l'histoire du futur Mpodol, celui qui portera la parole des siens. Né dans une famille Bassa, Ruben Niobé grandit au sein d'une communauté profondément enracinée dans les traditions ancestrales. Son enfance est marquée par une vie simple, rythmée par les travaux agricoles, les contes oraux et les rites collectifs. Très tôt, il est confronté à l'arbitraire de l'autorité coloniale. Les villages sont contraints à des corvées, les anciens sont humiliés par les administrateurs blancs, et les jeunes garçons comme lui doivent respecter un ordre qui les considère inférieurs. Malgré cela, Ruben est curieux, vif, et sa soif de savoir ne passe pas inaperçue. Il est remarqué par les missionnaires protestants américains qui dirigent des écoles dans la région. Grâce à leur appui, il entre dans une école presbytérienne, puis poursuit sa formation à l'école professionnelle de la mission presbytérienne américaine à Douala. Cette formation chrétienne, bien que coloniale dans sa forme, lui ouvre l'esprit. Il y découvre la lecture, l'écriture, mais aussi des valeurs de justice, de dignité humaine et de liberté, qui entreront tôt ou tard en conflit avec l'oppression vécue au quotidien. À la fin des années 1930, le jeune Ruben Niobé n'était plus ce garçon timide du village de Sonumpek. Il était devenu un homme assoiffé de savoir, armé d'une conscience aiguisée par la réalité du colonialisme. Formé dans les écoles missionnaires, il maîtrisait parfaitement la langue française, mais son cœur, lui, battait au rythme des tambours ancestraux du peuple Bassa. Il était désormais prêt à croiser le fer avec l'injustice. Lorsqu'il s'installe à Douala, grande ville portuaire et carrefour de la société coloniale, Ruben découvre un autre visage de l'oppression. La ville, lieu de modernité relative, regorge aussi de contrastes violents, d'un côté, les Européens dans leurs quartiers bien tenus, de l'autre, les Africains dans les quartiers surpeuplés, sans eau potable ni électricité. Il y travaille comme greffier au tribunal colonial, un poste administratif où il est témoin, jour après jour, de la manière dont la justice est rendue au mépris des droits des autochtones. Ruben observe, analyse, note. Il comprend que le système judiciaire n'est qu'un rouage d'un mécanisme plus large, celui d'un système de domination totale, fondé sur la dépossession, l'humiliation et le contrôle. Il voit des paysans condamnés pour avoir refusé de livrer leur récolte à l'administration, des femmes battues pour des actes mineurs, des jeunes emprisonnés pour avoir osé réclamer un salaire décent. Cette réalité alimente sa rage intérieure, mais aussi sa détermination. Il commence à fréquenter des cercles de réflexion, à lire tout ce qu'il peut trouver, Marx, Lénine, les écrits de Gandhi, mais aussi Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre, et plus encore les textes des premiers penseurs africains de l'émancipation. À cette époque, il est aussi fasciné par la trajectoire d'autres figures de la lutte noire, comme Marcus Garvey ou W.E.B. Du Bois. Dans ces cercles d'intellectuels africains et antillais de Douala et de Yaoundé, Ruben se distingue rapidement par la clarté de ses idées, la force de son expression et sa capacité à mobiliser. Il parle avec une gravité rare pour son âge, articulant déjà une pensée politique cohérente. Le Cameroun ne pourra jamais avancer sans l'indépendance, sans que son peuple ne reprenne en main son destin. Ses premiers discours publics sont empreints d'une éloquence vibrante, où se mêlent citations bibliques, proverbes bassa et références philosophiques. Il utilise une langue simple mais forte, accessible aux paysans comme aux intellectuels. Il commence à écrire des tracts et à rédiger des articles dans des journaux de résistance. À travers ces mots, une vision se dessine, celle d'un Cameroun libre, uni, débarrassé de l'injustice coloniale, où les traditions africaines coexisteraient avec les apports modernes. L'année 1945 marque un tournant décisif. La Seconde Guerre mondiale s'achève, et les puissances coloniales, affaiblies, doivent faire face à une nouvelle donne géopolitique. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est créée, et parmi ses missions, figure la surveillance des territoires sous tutelle,
comme le Cameroun, qui passe alors de la tutelle de la Société des Nations, SDN, à celle de l'ONU. C'est dans ce contexte que Ruben voit une opportunité. Pour lui, l'ONU représente un nouveau champ de bataille pour porter la voix des opprimés. Il comprend que la lutte ne peut être uniquement locale, elle doit être aussi diplomatique et internationale. Grâce à des réseaux d'intellectuels et de militants panafricains, il commence à envoyer des lettres, des mémorandums, et à prendre contact avec des représentants à New York. Cette diplomatie discrète, menée depuis le Cameroun, vise à dénoncer les exactions françaises, le travail forcé, les saisies de terres, la répression des syndicats, la torture, le racisme institutionnel. Ruben, sans jamais quitter son pays, devient une figure connue dans certains milieux anticolonialistes internationaux. Mais Ruben ne veut pas se limiter aux mots. Il veut un mouvement populaire, enraciné dans le peuple. En 1948, il participe activement à la création de l'Union des populations du Cameroun, UPC, qui naît officiellement le 10 avril 1948. Ce n'est pas un simple parti politique, c'est un instrument de libération. Dès sa naissance, l'UPC réclame l'indépendance immédiate, la réunification des deux Camerouns, le Cameroun français et britannique, et la justice sociale pour tous les Camerounais. Ruben Niobe est désigné comme secrétaire général du mouvement. Dès lors, il devient la figure de proue de l'émancipation camerounaise. Il organise des meetings dans les villages, anime des comités locaux, forme des cadres dans tout le pays. Il refuse l'idée d'une indépendance octroyée par les colons, il veut une indépendance conquise par le peuple lui-même. À travers l'UPC, il mobilise les paysans, les ouvriers, les commerçants, les femmes, les jeunes. Il parcourt le pays à pied, en vélo, en train, dormant souvent chez l'habitant, risquant sa vie à chaque déplacement. Il s'adresse aux gens dans leur langue, leur parle de leur quotidien, de leurs espoirs, de leur avenir. Mais Ruben est aussi un stratège. Il sait que le terrain politique est miné. Il ne tombe pas dans le piège de la violence prématurée. Il mise sur l'éducation politique, la conscientisation, la formation. Il veut créer un peuple lucide, capable de résister non seulement par les armes, mais par les idées. Il appelle cela le maquis intellectuel, un espace où les esprits s'arment avant que les corps ne se défendent. À cette époque, il développe aussi une doctrine panafricaine puissante. Pour lui, la lutte du Cameroun est indissociable de celle de l'Afrique tout entière. Il soutient les indépendances en Afrique de l'Ouest, il tisse des liens avec les mouvements de libération en Algérie, au Ghana, au Congo. Il échange avec des leaders comme Kwame Nkrumah ou Félix Roland Moumié, et s'inscrit dans le courant des figures du tiers-monde. Le succès de l'UPC et de son leader n'échappe pas aux autorités françaises. Dès 1949, l'administration coloniale intensifie la répression. Les réunions de l'UPC sont surveillées, parfois interdites. Les militants sont arrêtés, tabassés, exilés. Certains sont tués. Ruben, pourtant, continue. Il adopte un ton encore plus ferme dans ses discours. Le jour s'effaçait lentement sur les terres rouges du Cameroun, tandis que Ruben Niobe marchait d'un pas sur à travers la forêt dense qui reliait les petits villages Bassa entre eux. Il n'était plus seulement un leader politique, il était devenu une voix que même la brousse semblait porter. Mais cette voix, de plus en plus audible, dérangeait. Et dans les couloirs sombres du pouvoir colonial, on ne voulait plus l'entendre. On voulait la faire taire. À partir de 1952, le combat de Ruben Niobe prit une tournure internationale. Avec une stratégie politique à la fois audacieuse et novatrice, il choisit d'amener la question camerounaise sur le devant de la scène mondiale, les Nations Unies. Il savait que pour affaiblir la domination française, il devait attirer le regard du monde entier sur les exactions coloniales commises au Cameroun, ce territoire sous tutelle censé être guidé vers l'indépendance. Les discours de Ruben aux Nations Unies, relayés par des délégués africains amis, étaient rédigés dans l'ombre, souvent dans des villages reculés, avant d'être transmis secrètement à New York. Dans ces textes puissants, il dénonçait les violences des forces coloniales, l'exploitation des terres, les inégalités dans l'accès à l'éducation et aux soins, les arrestations arbitraires et l'humiliation systématique du peuple camerounais. Mais pendant qu'il écrivait pour l'ONU, il ne s'éloignait jamais du terrain. Il arpentait les villages à pied, rencontrait les paysans, leur expliquait les enjeux mondiaux, les incitait à se battre pacifiquement pour leur dignité. Il refusait les armes,
croyant fermement que seule la force des idées pouvait triompher durablement. Il appelait cela la « révolution par l'éducation ». Entre 1953 et 1955, l'Union des populations du Cameroun, UPC, prit une ampleur spectaculaire. Bien plus qu'un parti politique, l'UPC devint une sorte de gouvernement parallèle. On y organisait l'alphabétisation des adultes, des écoles populaires, des collectes pour aider les familles persécutées par les autorités. Les cellules locales de l'UPC se multipliaient, et dans certains villages, l'administration coloniale n'existait plus que sur le papier. Mais cette montée en puissance ne passa pas inaperçue. Le colonisateur, inquiet de perdre son emprise, durcit sa répression. Les meetings furent interdits, les militants emprisonnés, les journaux de l'UPC confisqués. Des informateurs infiltrèrent les rangs. Le climat devenait de plus en plus lourd. Ruben, lui, continuait de prêcher la non-violence, mais ses camarades commençaient à douter. Ruben, il nous tue à petit feu. La paix ne suffit plus. Il faut leur répondre, lui lança un jour un militant de l'intérieur. Mais Ruben, stoïque, répondit. Si nous tuons aujourd'hui pour obtenir la liberté, cette liberté portera le sang dans ses fondations. Ce ne sera pas la vraie liberté. Le 23 mai 1955, tout bascula. Dans plusieurs villes du Cameroun, des émeutes éclatèrent. À Douala, Yaoundé, Nkonsamba, Bafoussam, les manifestants affrontèrent la police coloniale, les bâtiments officiels furent attaqués, et la réponse fut brutale. L'armée française intervint. Les chiffres officiels parlaient de quelques dizaines de morts, mais les témoignages faisaient état de centaines, voire de milliers de victimes. Bien que Ruben Niobé ait désavoué publiquement ces violences, les autorités françaises l'accusèrent d'en être le principal instigateur. L'UPC fut immédiatement dissoute par décret le 13 juillet 1955. Ses dirigeants furent arrêtés, torturés ou forcés à l'exil. Ruben, lui, refusa de quitter le pays. Il entra dans la clandestinité. Dès lors, Ruben Niobé devint un homme traqué. Il se réfugia dans les forêts du Sanaga maritime, sa région natale. Là, il organisa une résistance civile en brousse, aidé par des paysans fidèles qui le nourrissaient, l'abritaient, le guidaient. Il vivait sans confort, dormant dans des huttes, marchant sans relâche d'un village à l'autre, changeant de cachette chaque nuit. Sa présence dans la forêt était plus qu'un acte de survie, c'était un acte de foi. Il poursuivait son travail politique, rédigeait des manifestes, enregistrait des messages vocaux envoyés clandestinement aux militants, envoyait des lettres à l'ONU, souvent écrites sur des feuilles de bananier ou des bouts de papier récupérés. Dans ces lettres, il appelait les Nations Unies à envoyer une mission d'enquête internationale sur la situation au Cameroun. Il accusait la France de transformer un territoire de tutelle en colonie répressive. Il refusait toute récupération par les partis politiques français et critiquait l'hypocrisie des discours sur la « mission civilisatrice ». Malgré les dangers, Ruben n'était jamais seul. Autour de lui se formait une sorte de maquis politique, non armé, où se retrouvaient des instituteurs, des paysans, des intellectuels clandestins. Chaque fois qu'il arrivait dans un nouveau village, on l'accueillait avec respect. Les anciens l'écoutaient, les jeunes le suivaient, les femmes l'abritaient. Il avait cette capacité unique de parler à chacun dans sa langue, avec ses références. Il citait Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, mais savait aussi évoquer les proverbes bassa, les rites ancestraux, les luttes passées des rois africains contre la colonisation. Notre combat est une longue marche, comme celle de nos ancêtres. Nous ne sommes pas les premiers à dire non à l'humiliation. Entre 1956 et 1957, Ruben devenait un symbole. Un homme que la France voulait faire disparaître, mais que les Camerounais, au contraire, commençaient à considérer comme leur guide. Il était désormais surnommé Mpodol, ce qui signifie en langue bassa, celui qui porte la parole du peuple. Il continuait de refuser la lutte armée, malgré la tentation grandissante de la jeunesse d'en découdre avec les forces coloniales. Il se savait de plus en plus seul dans cette position, mais il ne céda jamais. Il confia à l'un de ses proches. L'indépendance sans justice, ce n'est qu'un changement de maître. Nous voulons l'indépendance, mais aussi la dignité, la vérité, la mémoire. Mais les autorités françaises, elles, ne voulaient plus seulement l'empêcher de parler. Elles voulaient l'éteindre.
En 1957, la pression s'accentua. Les troupes coloniales reçurent pour consigne de capturer ou éliminer Ruben Nyobé par tous les moyens. Les villages furent fouillés, les familles menacées, les résistants arrêtés. Un prix fut mis sur sa tête. Des milices furent créées, avec le soutien de collaborateurs locaux, pour traquer les membres de l'UPC. Mais Ruben tenait bon. Épuisé, amaigri, souvent malade, il continuait pourtant d'écrire, de parler, de convaincre. Il voulait croire que le Cameroun finirait par l'entendre, même si lui ne verrait peut-être jamais ce jour. Un jour, les enfants de ce pays marcheront librement dans leurs rues, parleront leur langue sans honte, et vivront sans peur. Ce jour viendra. Dans les profondeurs luxuriantes de la forêt camerounaise, le temps semblait suspendu. Depuis la clandestinité, Ruben Nyobé poursuivait son combat avec la même ferveur, la même foi. Mais l'étau se resserrait autour de lui. L'administration coloniale, enhardie par les lois d'exception, redoublait d'efforts pour briser la résistance de l'UPC. Après des années de lutte pacifique, des cris enflammés, de discours porteurs d'espoir, Ruben était désormais considéré comme un ennemi public par l'État français et les autorités locales. Il n'avait jamais pris les armes, mais son verbe, son esprit et sa vision d'un Cameroun libre étaient jugés plus dangereux que les balles. C'est cette force tranquille, cette conviction inébranlable qui faisait trembler l'appareil colonial. Depuis la dissolution de l'UPC en 1955, Ruben s'était réfugié dans la forêt du Nyong-Ekele, aux environs de Boumniébel. Il y vivait reclus, entouré d'un petit cercle de fidèles, dans des abris sommaires faits de feuilles de palmier et de branchages. Il ne dormait jamais 2 nuits au même endroit, toujours en mouvement pour déjouer la vigilance des soldats français et des milices locales. Mais même dans la clandestinité, il continuait de rédiger des manifestes, des lettres à l'ONU, des appels à la paix et à la fin de la répression. Il refusait que la lutte armée soit la seule voie. Pour lui, l'indépendance devait naître du dialogue, de la mobilisation populaire, de la conscience collective. Il vivait avec peu. Un sac de manioc, quelques noix de cola, une lampe tempête, un carnet usé à la main. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient toujours d'un éclat indomptable. Chaque matin, dans l'humidité de la jungle, il reprenait la plume comme d'autres reprennent les armes. Les services de renseignement coloniaux n'avaient jamais cessé de le traquer. Avec l'aide de miliciens formés pour infiltrer les villages sympathisants, ils obtenaient de plus en plus d'informations sur ses déplacements. Le 13 septembre 1958, un informateur avertit les autorités de la présence de Ruben dans la région de Boumniébel. À l'aube du 13 septembre, une colonne de soldats français et de forces de sécurité camerounaises encercle discrètement la zone forestière. Ils avancent en silence, les fusils braqués, guidés par des pisteurs locaux. Ruben, affaibli mais encore vigilant, est en compagnie de quelques camarades lorsqu'il entend les bruits suspects. Il tente de fuir à travers la végétation dense. Il connaît ses sentiers par cœur. Mais cette fois, l'ennemi est trop proche. Les balles sifflent, déchirant le silence de la forêt. Un éclat le touche à la jambe. Il tombe. Les soldats s'approchent. Il est identifié. C'est bien lui, Ruben Nyobé. L'assassinat et le silence imposé. Les soldats ne cherchent pas à l'arrêter. Ils veulent un symbole mort. L'ordre est clair. Une rafale met fin à la vie de celui que ses partisans appelaient affectueusement Mpodol, celui qui porte la parole du peuple. Son corps est traîné hors de la forêt. Il est exposé dans le poste administratif de Boumniébel, comme pour servir d'avertissement. Aucun respect, aucun hommage, aucune reconnaissance. Les autorités interdisent les obsèques publiques. Elles ordonnent que son corps soit enterré en secret, sans cérémonie, sans prière, dans un lieu tenu secret. Un silence funèbre s'abat sur la mémoire de Ruben Nyobé. Mais ce silence, loin d'éteindre sa voix, allait la faire résonner plus forte encore. Pendant des années, il fut interdit de prononcer son nom. L'histoire officielle, dictée par les autorités post-coloniales, occultait sa contribution. L'UPC fut diabolisé, présenté comme un mouvement de terroristes. Ses membres furent pourchassés, emprisonnés, exécutés. Mais dans les villages, dans les chœurs, dans les récits transmis autour des feux de brousse, le nom de Ruben continuait de vivre. Il était celui qui avait osé dire non.
celui qui avait rêvé d'un Cameroun libre, uni, égalitaire, fraternel. Les paysans Bassa, Bamilké, Douala ou Betty racontaient à leurs enfants l'histoire de l'homme au regard calme, à la voix douce mais puissante, qui avait porté leur cause devant l'ONU et défié la toute-puissante France. Dans les années 1990, avec la libéralisation politique, la vérité commença à ressurgir. Des chercheurs, des militants, des écrivains se penchèrent sur son parcours. Des films, des livres, des chansons lui furent dédiés. Son nom fut enfin réhabilité. Ruben Niobé n'avait pas seulement rêvé l'indépendance. Il avait pensé la nation. Pour lui, l'indépendance ne devait pas être un simple transfert de pouvoir entre colonisateurs et élites locales. Elle devait être accompagnée d'une justice sociale, d'un développement équitable, d'une réelle démocratie. Il rejetait l'ethnicisme, les divisions, les replis identitaires. Il croyait en un Cameroun pluriel, uni dans sa diversité. Il refusait les compromissions, les postes, les privilèges. Il voulait un changement de fond, pas une illusion de liberté. Et c'est précisément cette lucidité, cette exigence morale, cette cohérence radicale qui le rendait dangereux. Beaucoup de ceux qui prirent le pouvoir après l'indépendance choisirent de l'oublier, car son exemple les jugeait en silence. Mais les jeunes générations, en quête de repères, se tournent aujourd'hui vers lui. Car dans un monde de cynisme et de renoncement, Ruben Niobé incarne une fidélité à l'idéal, une droiture, une profondeur qui force le respect. L'histoire de Ruben Niobé est celle d'un homme seul contre l'Empire. Mais c'est aussi celle d'un peuple en marche, d'un souffle de liberté qu'aucune balle n'a pu éteindre. Il est tombé sans armes, mais pas sans gloire. Son nom, son rêve, ses écrits, résonnent encore dans les collines du Cameroun, dans les ruelles des quartiers populaires, dans les pages des jeunes militants africains. Mpodol n'a pas vu l'indépendance de son vivant. Mais il l'a semée dans les consciences. Il a montré la voie, avec ses mots, ses idées, son courage. Il a prouvé qu'un homme seul, animé par la foi et l'amour de son peuple, pouvait faire trembler un empire. Aujourd'hui encore, dans l'ombre des grands arbres de Boumniébel, on dit que son esprit veille, silencieux mais vigilant, sur les rêves d'un Cameroun véritablement libre et souverain. L'histoire de Ruben Niobé, c'est celle d'un homme debout face à l'oppression, d'une voix qui n'a jamais tremblé devant l'injustice. Il a sacrifié sa vie pour que le Cameroun soit libre, pour que l'Afrique retrouve sa dignité. Aujourd'hui encore, son combat résonne comme un appel à ne jamais plier face à la domination. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains récits, et surtout, partagez-la autour de vous pour faire vivre la mémoire de ceux qui se sont battus pour nous. Et si vous voulez découvrir d'autres figures africaines aussi puissantes que Ruben Niobé, allez jeter un œil aux autres vidéos disponibles sur la chaîne, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle page de notre histoire commune.